Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bienvenue à ce plateau spécial, tourné spécialement dans la province de l'Ituri, dans une collaboration entre deux médias de la République démocratique du Congo, Digital Congo et B1 Télévision. Nous sommes dans la province de l'Ituri, en ville de Bunia, où nous sommes arrivés depuis 4 jours pour une série de reportages sur la situation sécuritaire qui aujourd'hui est assez stable. Également pour parler développement. Alors pour boucler la boucle, nous avons l'honneur d'échanger avec celui qui dirige la province de l'Ituri depuis en tout cas l'instauration de l'état de siège par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons l'honneur donc d'échanger avec celui qui dirige la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur le gouverneur. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une collaboration entre Digital Congo et B1 Télévision. Je ne serai pas seul dans ce plateau. Je suis avec mon confrère de B1, Félix Matoudi. Bonjour Félix. Bonjour Ali. Bonjour monsieur le gouverneur. Bonjour, bonjour. Merci pour cet honneur que vous nous avez accordé. D'entrée des jeux, comment se porte réellement la province de l'Ituri? Est-ce que la paix est réellement sur l'ensemble de la province? Oui, merci beaucoup. D'abord, merci d'être venu nous visiter ici chez nous aujourd'hui, parce que vous serez au moins les grands témoins, parce que vous êtes chez nous à l'Ituri, vous ne prendrez pas les informations de Kinshasa. Et donc, la vérité, c'est que depuis maintenant plus de 3 à 4 mois, nous vivons dans une relative accalmie. Dû à tout le travail que nous avons fait depuis que nous sommes là. Et donc, le petit bémol, c'est peut-être ce qui se passe dans le territoire d'Irumu aujourd'hui, avec les ADF qui dérangent un peu. Mais sinon, en général, la situation est calme. Mais quelle a été votre stratégie pour le retour de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province de l'Ituri? Bon, ma stratégie a été simple, hein. Bon, c'est une stratégie militaire. Donc, ma stratégie, c'était d'abord j'ai utilisé ce que nous appelons une approche globale. Et l'approche globale comporte 2 dimensions. La dimension opérationnelle, donc militaire, et la dimension non militaire. Et donc dans la dimension militaire, nous avons utilisé les armes, nous avons, n'est-ce pas, chassé l'ennemi d'abord sur les grands axes et puis dans les agglomérations. Et dès que nous avons terminé avec cette approche, parce que la vérité c'est que la grande partie ici est occupée, le grand problème ici c'est des populations congolaises en fait, c'est des groupes armés locaux qui sont en train de se battre, de se combattre entre eux. Et donc nous avons arrêté ça parce que vous savez que c'est une guerre d'abord atypique, asymétrique, et donc pour éviter ce que nous appelons des dégâts collatéraux, et donc nous avons été obligés d'arrêter et commencer avec l'approche non militaire. Et dans l'approche non militaire, nous avons utilisé, n'est-ce pas, le dialogue avec tous ces groupes armés. Et pour le moment, non seulement le dialogue, mais il y a aussi toutes les dimensions, comme j'ai dit, c'est-à-dire le développement aussi. Et de l'autre côté, avec le groupe armé étranger, qui sont les ADF, là, nous continuons avec les opérations. Voilà. Justement, en parlant de la situation sécuritaire, monsieur le gouverneur, nous avons eu le privilège et le courage, je le dirais comme ça, de faire Bunia-Irumu, c'est 60 km si je ne me trompe pas. Nous avons circulé donc sur la RN 27. On nous a même dit qu'il y a peu avant votre arrivée, avant l'instauration de l'état de siège, c'était quasi impossible de faire Bunia-Irumu aller-retour. Ça nous prend 2 heures aller, 2 heures retour, de le faire et de revenir vivant. C'était impossible. Et justement à ce sujet, je vais proposer à ceux qui nous suivent ce reportage que nous avons réalisé ici dans la province de l'Ituri, d'abord concernant notre déplacement pour le territoire d'Irumu, et puis le courage pour vous montrer qu'il y a la vie. On a circulé la nuit, on a visité quelques bars, terrasses, même boîtes de
de nuit. De 19h en tout cas, on est rentré à l'hôtel à minuit pour dire que, en tout cas, les gens vivent ici et la circulation, la journée comme la nuit, est possible dans la province de l'Ituri, ici en ville de Bunia. Suivez ce reportage. Faire un état des lieux de la stabilisation de la situation sécuritaire et nous imprégner des réalisations de l'administration militaire en province de l'Ituri en cette période de l'état de siège, tel a été l'objectif de notre démarche ce mardi 31 octobre 2023. Pour palper du doigt la réalité, nous avons quitté la ville de Bunia, le chef-lieu, en prenant la RN 27 pour atteindre le territoire d'Irumu à 60 km. Avant l'état de siège, faire cette route en toute sécurité et sans inquiétude était impossible. En terre battue, la route est quand même praticable, en 4x4 comme en voiture basse. Le long de la route, dans certains coins, l'on remarque des checkpoints avec des militaires qui assurent la sécurité. Pour une durée de 2 heures, notre premier stop au village Kaya, où l'on prend le temps de filmer ces enfants qui, grâce au retour de la paix, vont à l'école. Alors ici, nous sommes au village Kaya, en chefferie de Mobala. Nous sommes en route pour le territoire de Irumu. Et nous sommes déjà d'ailleurs dans le territoire de Irumu. L'afflux des élèves qui viennent de l'école, ces enfants, nous a attiré notre attention. Et c'est ce qui nous a poussé à stopper, à saluer les enfants. Ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a la vie. En tout cas, grâce à l'état de siège, la sécurité est au rendez-vous. Nous poursuivons notre route et dès le pont Talolo, la route est désormais en bon état et nous roulons assez vite. Puis nous atteignons notre point de chute, le bureau territorial. Il est situé en face du commissariat territorial, non loin des résidences de l'administrateur du territoire et son adjoint. Juste à côté, un autre bâtiment administratif en construction grâce au programme PDL 145. Sur place, nous rencontrons dans le nouveau bâtiment réhabilité par le gouvernement provincial le chef de bureau James Tagirabo pour des civilités, puis Gilbert Erabo, secrétaire administratif, lui qui a vécu les atrocités d'avant état de siège. Depuis les accidents qui se produisent ici, en 2021, on avait fui par l'ordonnance présidentielle proclamant l'état de siège en 2021. Nous sommes rentrés ici, mais il n'y avait rien. Gilbert Erabo va faire notre guide dans le quartier, d'abord devant ces tombes de 6 policiers enterrés au commissariat. Ils ont été tués ici même le 15 janvier 2020 lors d'une attaque perpétrée par la milice FPIC, Front Patriotique Intégrationniste du Congo. Ainsi, ces violences appartiennent au passé. Les bâtiments incendiés ont été réhabilités. Même le centre de santé Irumu n'est plus le même, grâce au PDL 145, qui est plus qu'une réalité. Voilà, retour sur ce plateau. Monsieur le gouverneur, grâce à l'état de siège et la stratégie que vous avez tout à l'heure évoquée, mise en place, il y a un retour progressif de la paix. Mais il faut le dire, il y a encore quelques milices qui tuent. Si de Bunia à Irumu jusqu'à Komanda, tout va bien, il semble que de l'autre côté, pour aller à Djougou, il y a encore quelques milices qui tuent. Vous avez tout à l'heure parlé de ZADF également. Est-ce que de l'autre côté, il y a difficulté pour rétablir totalement la paix? Non, bon, c'est vrai, vous savez, étant donné tout ce qui s'est passé dans la sous-région, chez nous, nous avons des pans de territoire où nous n'avons pas de personnel militaire. On a dû, n'est-ce pas, aider nos amis, appuyer nos amis du Nord Kivu avec un grand prélèvement des régiments qui ont été projetés au Nord Kivu. Mais nonobstant tout cela, vous savez que ces groupes armés locaux, ce sont des jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a la paix, mais ce sont des gens qui étaient habitués à extorquer, à voler. Et donc, ils continuent, il arrive dans des territoires où nous n'avons pas ce personnel militaire-là, il arrive que ces groupes-là s'attaquent, n'est-ce pas, aux camions, à tous ces grands camions qui passent sur la RN27, la nationale 27. Il arrive aussi, bon, quand il y a des problèmes de manipulation, qu'entre les communautés, il y a une petite mésentente, ils s'attaquent entre eux. Mais
Pour le moment, je crois que nous avons quand même la paix. Nous avons parlé à tous ces groupes armés, nous avons parlé avec et le Codeco, et les Zaïre, et le FRPI, ainsi de suite, et de sorte qu'aujourd'hui, quand même, on observe une certaine accalmie. Et pour accompagner les efforts de la pacification de la province de l'Ituri, le chef de l'État avait mis en place un programme. Il s'agit du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Oui. Est-ce qu'au fil des 2 mois, depuis la création de ces programmes, est-ce que ces programmes évoluent bien en Ituri? Est-ce que l'État a mis suffisamment de moyens pour permettre à cette structure d'atteindre ses objectifs assignés? Bon, je crois, pour dire vrai, parce que c'est un constat, je crois que c'est cela qui a été notre tendon d'Achille, le PDDRCS, parce que c'est de ça que vous parlez. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que même le chef de l'État, qui est mécontent de ce PDDRCS, a été obligé, n'est-ce pas, de changer l'équipe, Et que donc, nous avons passé aujourd'hui plus de 30 mois ici à Ituri. Malheureusement, malgré les fonds qui ont été attribués, malheureusement, on n'a pas vu vraiment un grand travail. Mais nous avons, de notre côté, nous avons continué avec la région militaire, nous avons continué avec les moyens de la province, nous avons continué à organiser des dialogues, nous avons continué, n'est-ce pas, à même amener les gens vers Nairobi, d'abord le dialogue de Nairobi. Nous avons ici aussi organisé des dialogues à Arou, dans tout, et des contacts aussi, hein, parce qu'il fallait toujours être en contact avec eux. Et le ministère de la Défense aussi, avec le vice-premier ministre Bemba, à un certain moment, nous a envoyé ici des fonds pour organiser des dialogues. Donc voilà, malheureusement, mais je peux vous assurer que je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai appris qu'il y a M. l'abbé Baala qui a été choisi. Donc nous pensons que les choses, il y aura un changement. Alors, M. le gouverneur, est-ce que, partant de la nomination de nouveaux animateurs de ces programmes-là, qu'est-ce que la population de l'Ituri peut réellement attendre de la collaboration entre vous, autorité provinciale militaire, et la nouvelle équipe du PDDRCS? Non, nous avons toujours, vous savez, il n'y a pas seulement le PDDRCS. Nous avons toutes les agences qui sont ici, nous avons la MONUSCO qui est là, nous avons toujours eu une très bonne collaboration. Malheureusement, avec le PDDRCS, c'est que, bon, on n'a pas vu où sont passés ces moyens qui leur ont été octroyés. Donc, je pense qu'avec monsieur l'abbé Baala, les choses vont se normaliser et que donc on pourra continuer avec le travail. Voilà. Alors, en matière de sécurité, qu'en est-il de la collaboration avec la MONUSCO, qui jusqu'à ce jour, bien qu'il y ait un retrait progressif annoncé plusieurs fois par le gouvernement, est-ce qu'il y a une franche collaboration avec vous, autorités provinciales? Non, nous travaillons très bien avec la MONUSCO ici. Et vous savez, nous sommes des militaires. Nous travaillons, nous recevons des ordres et nous les exécutons. Un point très. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu un ordre qui m'interdise de travailler avec la MONUSCO. Et donc, ils demeurent, ils sont nos partenaires. Nous travaillons avec eux, que ce soit dans les opérations, parce que la mutualisation avec la MONUSCO, c'est dans les opérations, dans les renseignements et aussi dans la logistique. Et donc, nous menons beaucoup d'opérations. Si aujourd'hui, je crois que vous avez appris, à Boga et Tchabi, nous avions les ADEF qui étaient en train d'évoluer là-bas. Si aujourd'hui, ces ADEF ne sont plus là-bas, nous l'avons fait, nous avons travaillé ensemble avec la MONUSCO. Si aujourd'hui, nous avons cette accalmie autour de Komanda Loloa et de Komanda Luna, parce que là-bas, il y avait des attaques tous les jours. On incendiait les camions, on incendiait des voitures. Nous avons mené des opérations avec la MONUSCO. Si aujourd'hui, il y a aussi, parce que la dernière fois, vous avez parlé de ce groupe de Codeco qui dérangeait, n'est-ce pas, les populations et les voyageurs sur le RN27. C'est dernièrement encore, il y a un mois, je pense un mois et demi. Nous avons encore travaillé avec la MONUSCO. Nous avons mené l'opération Spider Web One, que nous sommes allés chasser l'ennemi vers Massikini, à côté de Pimbo. Il n'y a pas un mois et demi. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons aussi, sur le plan médical, ils nous ont fait, parce que nous avons eu des militaires qui ont été
blessés et nous avons eu même des morts. Ils ont fait l'évacuation sanitaire avec de nos militaires. Donc moi, je suis là, je suis les ordres. Le jour où on va me dire arrêtez, je vais arrêter. Mais on ne m'a jamais dit d'arrêter, donc je continue et nous collaborons très bien. Et surtout dans cette situation où je vous dis que la sous-région, nous avons des problèmes avec le Nord Kivu, et où nous avons eu tous des éléments qui ont été, n'est-ce pas, envoyés en renfort au Nord Kivu. Donc nous avons continué à travailler avec la MONUSCO. Et il y a beaucoup de choses, d'autres choses aussi. Il y a la lumière, je crois que vous avez vu. Ils sont on en parlera d'ailleurs lorsqu'on va parler infrastructure. Voilà. Alors, parvenir à rétablir la paix, je ne sais pas combien de pourcents vous donnerez. Moi, je pense que vous êtes peut-être à 80%. Alors, il vous manque quoi, monsieur le gouverneur? Peut-être c'est exagéré, c'est mon point de vue. Vous allez nous dire si c'est à combien de pourcents c'est l'envoi. Alors, pour atteindre 100%, qu'est-ce qu'il vous faut, et surtout quelle stratégie pour maintenir cette paix? Parce qu'aujourd'hui l'état de siège est là, peut-être qu'après l'état de siège il y aura un retour des atrocités, l'on n'espère pas, mais qu'est-ce qui vous manque pour atteindre 100%? Non, d'abord, bon, si vous dites 80%, merci beaucoup, mais moi je pense que c'est quand même trop, hein. Donc je peux peut-être me donner 50, 55%, 60, bon, 80, je vous laisse, n'est-ce pas, cette opportunité de le juger. Non, ce qu'il me manque, c'est quoi? D'abord, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Quand on a dit état de siège, c'est-à-dire autorité, présence de l'État, n'est-ce pas? Et pour montrer là, que l'État existait, il fallait d'abord recréer la confiance avec les populations. Aujourd'hui, s'il n'y a pas autant d'atrocités, ce n'est pas parce que nous sommes partout. Non, c'est tout simplement parce que ces populations ont compris qu'avec l'état de siège, on s'occupe d'eux. On s'occupe de ces populations, on s'occupe d'elles. Et donc, cette population qui a maintenant confiance en l'État, elle comprend qu'avec l'état de siège, nous pouvons aller loin. Et donc, avec tout ce que nous avons fait aussi comme dialogue, parce que nous n'avons pas seulement organisé des dialogues avec les groupes armés, mais nous avons commencé aussi avec les communautés. Et aussi, au-delà des communautés, nous savons qu'il y avait des grands manipulateurs ici, des auteurs intellectuels qui manipulaient la population. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé des mandats. Donc les populations, tous ces manipulateurs-là, ils ont compris que s'ils ne veulent pas rentrer dans l'ordre, ils seront poursuivis. Ils seront poursuivis. Et donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que nous voulons encore? De quoi nous avons besoin aujourd'hui? Nous avons tout simplement besoin de plus de présence de ce personnel, que ce soit le personnel militaire, que le personnel policier. Donc, il y a, comme je vous dis, des pans de territoire où nous n'avons vraiment pas des militaires, où nous n'avons pas des policiers. Et Dieu merci, le président de la République, le commandant suprême, ayant compris cela, vous avez vu, il y a eu un recrutement, et dans un mois, je pense, un mois ou un mois et demi, nous aurons tout ce personnel, et avec la confiance qui est maintenant acquise, je suis très sûr que nous aurons cette paix. Donc nous n'attendons plus que ce personnel qui va arriver, et nous allons ici, au-delà de tout ça, nous allons aussi continuer à parler avec ces populations et à augmenter aussi la confiance. Voilà. Mais il y a aussi une autre chose, parce que dans le PDDRCS, il n'y a pas seulement la démobilisation, le désarmement et la réinsertion et tout, mais il y a aussi la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est d'abord, la réparation, et puis deux, la réconciliation. Et donc, nous devons aussi continuer pour que, effectivement, ces gens arrivent, que ces populations arrivent d'abord à se parler, à se réconcilier, et peut-être aussi à réparer tout ce qu'ils se sont fait de mal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore une dimension que nous allons aborder d'ici là. Avec la confiance acquise qui se consolide, on le sent même auprès de la population itourienne. La province se métamorphose au jour le jour. La preuve, la ville de Bunia est devenue un vaste chantier. On voit ça et là des constructions qui poussent comme des champignons et qui contribuent à l'émergence et à l'harmonie même de la ville de Bunia. Monsieur le gouverneur, quelle a été votre stratégie ou encore votre politique pour non seulement inciter les autochtones, mais tout Congolais à venir investir
dans la province de l'Ituri que vous dirigez ou encore dans la ville de Bunia, capitale de la province de l'Ituri? C'est d'abord la confiance. La confiance. Vous savez, ces populations-là, il ne faut pas donner, c'est pas de l'or à tout le monde, du diamant à tout le monde pour que cette population sente qu'il y a de l'amour en vous. Et l'amour, c'est un problème de sacrifice. Il n'y a pas de logique dans l'amour, c'est le sacrifice. Les gens veulent voir que vous vous sacrifiez pour eux. Et je pense que cette population a vu effectivement qu'il y a de l'amour. Au-delà maintenant de l'amour et du sacrifice, il y a maintenant les moyens aussi qu'on a mis en place. Les premiers moyens sont venus du chef de l'État. Et ça, c'est la vérité. Il nous a donné des moyens, n'est-ce pas, pour asphalter ces routes que vous êtes en train de voir aujourd'hui, en train de se transformer. Et donc, nous avons eu non seulement les 8 kilomètres, mais on nous a promis aussi 12 kilomètres en plus. Et nous avons eu aussi des bons partenaires. Mais il y a aussi autre chose. Les Ituriens aussi ont contribué à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous avons travaillé avec Safigas que nous avons trouvé ici, avec la DGRPI, avec les taxes conventionnelles. Donc, c'est les 1000 $ que on est en train de prélever sur les camions de carburant. Et avec ça, nous sommes en train d'asphalter aussi la ville. Et ça a commencé déjà avant. Et nous continuons. Au début, nous avions des sérieuses difficultés parce que, bon, il y avait la fraude et tout. Mais nous avons jugulé. Pas à 100%. Mais aujourd'hui, nous sommes au moins capables de donner à Safikas les 275 000 $ mensuels pour qu'effectivement, ils essayent de continuer dans leur travail. Au-delà de ça, toujours dans cette taxe conventionnelle, nous sommes aussi capables, parce qu'on a parlé de la sécurité, nous prélevons aussi 100 000 $ pour organiser la sécurité de Bunia. Et la sécurité de Bunia, pourquoi? Tout simplement parce que c'est ici le centre de gravité. Donc voilà un peu de quoi ça retourne. Donc nous avons cette confiance et nous avons l'appui du gouvernement par l'entremise du commandant suprême et nous avons aussi les taxes. Et là, je reviens aussi pour dire aux Ituriens, ils peuvent voir aujourd'hui, avec leurs yeux, ils peuvent voir que nous sommes en train d'évoluer. Tout le monde qui revient ici à l'Ituri après une année, 2 ans, tout le monde est vraiment étonné que l'Ituri se transforme. Non seulement que nous sommes en train de faire ce que nous faisons, mais parce que nous avons créé la confiance, la population se sent en sécurité. Vous pouvez voir aussi les investisseurs qui arrivent. Il y a des constructions partout. Et donc, je demande, j'en profite aussi pour demander aux Ituriens s'ils peuvent encore, n'est-ce pas, essayer de donner plus, de payer leurs taxes. Je suis sûr que cette province est une province d'avenir. Et elle peut beaucoup faire pour la République démocratique du Congo. Donc c'est pour moi aussi l'opportunité de demander à cette population de payer les taxes. Parce qu'avant, ils pouvaient se poser des questions, où allait leur argent, mais maintenant ils peuvent voir le résultat. Commençons seulement par même le gouvernorat ici où vous êtes. Je pense que ceux qui sont arrivés ici au gouvernorat il y a 2 ans, ils sont étonnés de revoir ces mêmes bâtiments et ce même compound être transformé comme il est transformé. Nous avons remarqué à travers la ville, il y a une entreprise congolaise qui non seulement gagne les marchés, mais aussi qui contribue pour l'émergence de l'Ituri, monsieur le gouverneur. Il s'agit de la société Mont Gabon. C'est un Congolais qui a décidé de venir apporter sa pierre à l'édifice. Comment vous trouvez les grandes réalisations faites par cette entreprise congolaise? Non, vous savez, moi j'ai toujours eu la confiance, j'ai vraiment confiance aux Congolais. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il suffit tout simplement d'être discipliné. C'est-à-dire, non seulement vous-même, donc vous commencez par donner l'exemple. Je pense que les entreprises que je suis en train, à part peut-être quelques, comment je peux dire, mauvais chevaux là, mais les Congolais, ils peuvent faire du travail. Et donc, moi-même, j'ai donné un exemple. Et donc, même en choisissant cette entreprise, c'est parce que j'ai vu, j'ai senti que M. Akilimane, parce que c'était de lui qu'il s'agit, avec son entreprise Mont Gabon, c'est une entreprise vraiment qui était sérieuse, bien structurée. Et donc, avec la BCECO, ils ont pu avoir gagné tous ces marchés qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire, 1, l'asphaltage, et puis 2, la construction
de l'aéroport de Mourongo. Et donc, on est en train de voir, nous avons eu peut-être des petits problèmes parce qu'il fallait déplacer, il y avait, n'est-ce pas, le camp des contingents militaires, ainsi de suite. Mais ils sont en train de travailler. Vous voyez dans la ville aujourd'hui comment est-ce que cette entreprise est en train de transformer. Et puis, ils ont préfinancé d'abord leurs travaux. Et c'est ce qui est bon. Et je dis encore ici, les Congolais sont capables de beaucoup. Nous avons d'autres aussi qui sont sur la route, par exemple, Arungote. Ce sont des Congolais. Ils sont en train de travailler. Nous avons aussi un autre qui est ici, de Bunia à Komanda. Vous avez même emprunté la nationale. Ils sont là en train de travailler. Je crois que vous avez pu remarquer ce qu'ils sont en train de faire. Si ces Congolais se rendent compte que le responsable est sérieux, ils deviennent sérieux aussi. Nous n'allons pas les déranger, nous n'allons pas les tracasser. Et donc, ils font vraiment un travail admirable. Et davantage Mongabao, parce que c'est de Mongabao aussi qu'il s'agit ici. C'est Mongabao, je peux dire, qui a vraiment ouvert la voie et qui a montré, n'est-ce pas, par le travail qu'il est en train de faire, que les Congolais peuvent faire beaucoup. Mongabao qui travaille les travaux de la modernisation de l'aéroport national de Bunia, un aéroport qui, après ces travaux qui vont prendre 6 mois sur financement du gouvernement central sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on aura un aéroport moderne qui, une fois certifié, peut également, pourquoi pas, faire d'office d'un aéroport international. On a également donc suivi ce que fait cette entreprise ici dans la ville de Bunia. Nous avons été à l'aéroport où nous avons rencontré Barry Aboubakar qui est le directeur technique, également Achille qui est l'administrateur, et également les travaux de la voirie. Vous allez donc suivre à travers ce reportage que nous vous proposons ce que fait Mongabao, mais également les travaux qui se font, bien que ce soit une route en terre battue, du côté de la RN 27 au territoire d'Irumu. Nous avons rencontré une autre entreprise qui travaille là-bas et on a tout filmé, le résumé à travers ce reportage. En ville de Bunia, en province de l'Ituri, grâce à la volonté politique du chef de l'État, des grands travaux d'infrastructure sont exécutés avec la supervision du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. L'aéroport national de Bunia bénéficie des travaux de modernisation. Pour une durée de 36 mois, ces travaux exécutés par l'entreprise congolaise Mongabao Sarlu Construction visent l'extension de la piste, son prolongement et élargissement, l'amélioration de l'espace du tarmac également. Il est prévu la construction d'un aérogare moderne et une caserne anti-incendie pour une première fois depuis la création de cet aéroport, y compris une tour de contrôle digne de son nom. Dans la ville, des très grands travaux de voirie ont lieu. Ce projet financé par le gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État prévoit l'asphaltage de 20 km. La première phase de 8 km est fin prête et il sera lancé la deuxième phase de 12 km à la grande joie de la population. Dans l'État, il y avait trop d'érosion et aujourd'hui quand même nous voyons que c'est bien fait. Et nous n'avons pas assez de poussière aussi, sauf qu'il nous reste des passages chez nous, mais toutefois c'est bien. Tout quand même nous avons vu, depuis qu'il a pris, et jusqu'à aujourd'hui nous avons quand même vu quelque chose. Ce pont jeté entre les avenues Okidi et RTK, autrefois en état de délabrement, est à nouveau praticable, en témoigne ce taximène moto. Ça facilite les modes de déplacement. Ça réduit aussi le niveau de la consommation en fait, puisque c'est bien asphalté, contrairement d'auparavant. Alors que beaucoup pensaient que ces actions se limiteraient dans l'espace Grand Kassai, d'où il est originaire, dans sa vision, c'est tout le Congo qui doit changer. À Bunia même, plusieurs autres artères seront réhabilitées, à l'exemple de l'avenue qui quitte le rond-point TMB à la prison centrale ou encore celle qui traverse le stade de Bunia. Retour sur ce plateau, vous avez donc suivi ce reportage réalisé par cette équipe, je dirais grande équipe de collaboration Digital Congo et B1, avec bien sûr les images de Yannick qui a été avec nous derrière la caméra. Félix, tu as la parole. Donc. Nous sommes à 16 jours du démarrage ou du début de la campagne électorale. La province de l'Ituri, bien que pas totalement pacifiée,
il y a encore quelques poches d'insécurité. Comment entrevoyez-vous les déroulements des élections et quel message lancez-vous non seulement aux candidats, mais aussi à la population qui va participer massivement aux élections prévues pour le 20 décembre prochain? Bon, je vais d'abord commencer par l'enrôlement et l'identification. Vous savez, personne ne parie sur l'Itourie. Personne. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes parmi ceux-là qui avons, n'est-ce pas, enregistré beaucoup d'enrôlés pour les élections. Ça, c'est un. Bon, maintenant, les élections proprement dites, bon, je pense que, étant donné le travail que nous avons fait aujourd'hui, je suis presque rassuré que nous aurons des bonnes élections ici. Mais il faut aussi, parce qu'on ne sait jamais, il faut aussi demander à cette population-là, parce que le grand problème, ce sont les rancœurs que les gens ont ici, les uns contre les autres, et ainsi de suite. C'est comme ça que je n'ai jamais cessé de parler de la réconciliation, de parler du pardon. Donc que ces populations aussi se mettent, n'est-ce pas, qu'ils mettent un peu de leur pour se réconcilier. C'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est vrai, il y a eu des tragédies. C'est vrai, il y a eu des tragédies. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Voyez un peu aujourd'hui cette petite paix que nous avons. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont les premiers bénéficiaires de cette petite paix-là. Les gens peuvent quitter aujourd'hui, arriver à Mongwalo et revenir. Peuvent aller à Kasséni et revenir. Les gens peuvent aller à Komanda et revenir. Les gens peuvent aller à Magui, à Abou. Et donc, vraiment, je demande à cette population de continuer comme ça pour que, effectivement, même les élections se passent dans un bon et due forme. Et moi, je suis très persuadé, que les Itouriens veulent la paix. Ils veulent et ils aiment la paix. Parce que, comme j'ai dit, l'Itourie a beaucoup de potentialités. Avec cette paix-là, cette Itourie va jouer vraiment un grand rôle dans ce pays-ci. Monsieur le gouverneur, merci. Merci. Beaucoup de choses à dire, mais en quelques temps, nous avons balayé, je dirais, la situation générale de la province de l'Itourie. Nous avons parlé de la situation sécuritaire qui est stable et en progression pour une stabilité définitive. Également, ces réalisations dans le volet infrastructure. Nous avons quand même été surpris parce que c'est pas à vous de le dire, mais la population n'a pas cessé de le dire, on l'a observé. On a comme l'impression qu'un gouverneur militaire a plus de volonté d'apporter le développement qu'un gouverneur civil, parce que même le gouvernorat, vous l'avez dit, s'est transformé, le parking était en sable, il y a des dallettes, même l'avenue qui traverse les entrées principales du gouvernorat n'était pas asphaltée. Cette avenue est aujourd'hui asphaltée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais, merci. Je vous remercie aussi. Et je suis très sûr que vous serez nos témoins parce qu'au moins, vous allez dire la vérité. Vous êtes venus, vous avez vu. C'est ça l'essentiel. Vous savez, il y a des gens qui restent à Kinshasa ou qui sont en Europe, dans des bureaux UP ou dans des bars ou je ne sais où, qui tout le temps, qui parlent de l'Itourie, sans avoir été ici. Ils prennent juste des petites informations ici et là. Mais voilà, vous êtes des Congolais, vous avez accepté de venir ici, vous vous êtes déplacés, vous n'êtes pas parti avec moi, voilà là-bas. Vous avez pu même, n'est-ce pas, jouir des belles soirées ici à Bunia. Et donc voilà, je suis sûr que vous serez nos témoins et dire aux Congolais, vous savez, il faut que les Congolais changent de perception. Parce que si effectivement même eux, tous ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ailleurs, changent de perception, je suis très sûr que l'Itourie va aller de l'avant. L'Itourie va aller de l'avant et tout le monde en profitera. Voilà. Merci, monsieur le gouverneur. Merci également à toi, Félix. Merci aussi à toi, Alain. Merci pour cette collaboration. Merci également à vous de nous avoir suivis. On doit le faire parce que c'est lui qui nous a accueillis et nous a accompagnés pendant notre séjour. On a été bien accueillis. C'est peut-être pas à dire, mais on a été bien logés, bien nourris. Un véhicule à notre disposition. On va saluer le lieutenant Jules Ngongo, qui est chargé de communication ici au gouvernorat. Il nous a mis à l'aise. Derrière la caméra, Yannick Bakouchou,
de Biwan qui nous a accompagnés, qui était dans l'équipe de ce travail réalisé ici. Merci également à la cellule de communication du gouvernorat qui a participé au tournage de cette émission, mais quelques journalistes nous ont aussi accompagnés sur le terrain pour nous permettre d'avoir assez d'éléments sur ce que nous avons fait réaliser comme travail ici. Donc à vous, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que c'était une collaboration Digital Congo et Biwan dans un plateau spécial ici dans la province de l'Ituri. Merci, portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni.